La science-fiction à la télévision européenne et surtout la télévision française, dans les années 60, en 65-66, bizarrement, il y en a pas mal. Il y a pas mal de films, de téléfilms, mais plutôt dans le genre fantastique. On pense à des choses un petit peu plus tard, genre La Poupée Sanglante, etc. Mais il y a pas mal d'expérimentations, d'expériences. Il y a même eu une tentative de série de science-fiction français dans les années 70 qui s'appelait Mycène, le robot de l'espace, qui n'a pas marché. Il n'y a eu que 2 épisodes, 2 téléfilms. Mais en tout cas, il y avait des tentatives. Dans le genre space opéra, puisque là, on est beaucoup plus on n'est pas dans le fantastique, on est vraiment dans la science-fiction, et dans le genre space opéra, il y a eu Le Navire étoilé, qui était une dramatique télé, comme ça pouvait exister à l'époque, donc faite avec des moyens dramatiques télé, mais qui était quand même relativement ambitieuse. Par contre, en termes de série, c'est-à-dire en termes de héros réguliers, un peu comparables à ce qu'on pouvait voir à l'époque en France, que ce soit Au nom de la loi, Les Incorruptibles ou des choses comme ça, alors là, il n'y avait rien. Non seulement il n'y avait rien, mais il n'y avait rien qui venait même de l'étranger. Ce que je veux dire, c'est que quand même, les séries anglo-saxonnes qui effleuraient un petit peu le genre étaient, on ne va pas dire interdites de vue, mais presque. Disons que quelque part, ce n'était pas digne du téléspectateur français, qui était très cartésien et qui de toute façon n'allait pas apprécier ça. En Europe, par contre, d'une manière générale, dans les pays anglo-saxons, il y a toujours une appétence beaucoup plus importante pour tout ce qui était imaginaire, science-fiction et choses comme ça. Sans parler même des États-Unis, puisqu'on parle de l'Europe, en Grande-Bretagne, il y a toujours eu à la télévision des séries, bon, la plus connue est Doctor Who, parce que ça a commencé en 1963, et que c'était quand même une histoire d'un type qui voyage dans le temps et dans l'espace sur d'autres planètes, donc on est en plein dedans. Mais il y a eu toujours une appétence, et j'aurais même tendance à dire un respect pour ce genre-là. En Allemagne, par contre, il n'y avait pas eu d'autres productions adultes d'envergure de space opéra. Rome Patrol Orion a été la première. Et c'est pour ça, à mon avis d'ailleurs, qu'elle a eu autant de succès en Allemagne et qu'elle continue d'être culte en Allemagne. C'est parce que c'est un peu comme Star Trek aux États-Unis. Autant il y avait eu des séries pour enfants, des Superman ou des choses comme ça, autant de traiter la science-fiction et le space opéra de façon adulte avec un programme de soirée ambitieux et plutôt bien fait, ça, il n'y en avait pas. Et il suffisait de tenter. Ils ont tenté, ça a formidablement bien marché, ça a traversé les époques en Allemagne. En France, c'est une autre histoire. Mais oui, il y avait du fantastique et de la SF en France. C'est tellement tentant de dire que Rome Patrouille Orion est la version allemande de Star Trek. Sauf que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Les 2 séries ont été pensées, créées, tournées et quasiment diffusées en même temps. Et on est quand même en 65-66, à une époque où il n'y a pas Internet, il n'y a pas les blogs, il n'y a pas d'email. Donc Gene Roddenberry n'a pas envoyé des emails à ses collègues allemands pour leur dire « vous devriez faire quelque chose comme ça ». Donc le hasard a fait que les 2 projets ont circulé et se sont développés en même temps. C'est insensé. Mais les 2 projets ont circulé en même temps. La diffusion des 2 a démarré à 8 jours d'intervalle, en septembre 1966. Rome Patrol Orion a mis beaucoup plus de temps à se produire, à se tourner, à se finaliser pour cet épisode. La mécanique américaine, elle, est beaucoup plus régulière et, disons, l'industrialisation de la série fonctionne beaucoup plus. Donc, quelque part, ça a mis un peu moins de temps. Mais il y a quand même eu 2 pilotes pour Star Trek. Mais bref, 65-66, les 2 séries sont en même temps. Donc, même si c'est très tentant de dire que Rome Patrol Orion, c'est le Star Trek allemand, oui, mais ça ne veut pas dire que l'un a pompé sur l'autre. Ça, personne ne le sait, et a priori, tous les faits concordent sur le fait de dire que c'est un gros moment dans lequel il y a une convergence de 2 idées. Et c'est vrai que c'est quasiment semblable. Un vaisseau spatial, un équipage à la conquête de galaxies, d'aventures intersidérales, etc. À la base, il y a quand même le film Forbidden Planet, il y a quand même Planète Interdite qui a inspiré les uns et les autres. C'est à peu près la même formule. C'est le même type de vaisseau, c'est le même genre d'événements, il y a des robots dans les 2 cas et ainsi de suite. Donc voilà. Donc à la base, il y a quand même Forbidden Planet avec Robbie le robot, avec Anne Francis et compagnie. Mais les 2 projets ont été développés en même temps. Et c'est inimaginable quand on y pense 2 secondes, que de l'autre bout du monde, de réseaux, de télévision, de créateurs se disent en même temps « je vais faire un space opéra avec un vaisseau spatial et avec un équipage à l'intérieur ».
moi, ça m'a toujours un peu scié, ce genre de concordance. Mais voilà, non, ce sont deux séries qui ont été développées, chacune de leur côté. Faites entrer McLean et sa bande. Bien, mon général. Commandant, je vous en prie. Commandant McLean et l'équipage de l'Orion. Ce qui différencie beaucoup l'équipage du vaisseau Orion avec l'équipage de l'Enterprise, c'est la déférence envers l'autorité. Dans Star Trek, la Fédération des planètes, etc., on obéit aux ordres, on obéit aux règles, on obéit aux lois, c'est strict, etc. Dans Ram Patrouille Orion, dès le premier épisode, dès les premières scènes, on voit que ça ne va pas du tout. On voit que le commandant McLean est carrément opposé à son autorité, qu'il vient de commettre quelques erreurs, et on lui associe même une personne qui va devoir le maîtriser, le mater, le superviser. Il y a toujours eu une espèce de défiance envers l'autorité dans Ram Patrouille Orion qui est presque absente de Star Trek, en tout cas des saisons de télé du Star Trek de 66. Plus tard, il y aura quelques situations qui se produiront et des conflits qui se produiront, mais les conflits sont quasiment absents. Star Trek montre un monde utopique, dans lequel tout le monde s'aime, dans lequel il n'y a absolument aucun souci et dans lequel personne est en collision avec personne. Sauf des races extraterrestres, les Klingons dans Star Trek et les Frogs dans Ram Patrouille Orion. Je veux dire que les auteurs veulent insister là-dessus. Ils ne s'apprécient pas. Ce n'est pas simplement qu'une organisation militaire, surtout en Allemagne, dans laquelle il faut faire très attention à ça, quand on est auteur, quand on est scénariste. Non, ils se rebellent face à l'autorité. Ils ne voient pas faire obligatoirement ce qu'on leur ordonne de faire. C'est la grosse différence entre les deux. Commandant, l'état-major de la flotte interplanétaire vient de prendre une décision à votre égard. À partir de ce jour, vous n'appartenez plus aux forces d'intervention rapide de l'espace. Vous êtes affecté au service des patrouilles par mesure disciplinaire. Quelle durée? Pour 3 ans. Et pourquoi? Commandant McLean, épargnez-nous à tous deux d'entendre encore la liste de vos arrangements personnels avec les ordres reçus. Désormais, McLean, faites bien attention, car à la première incartade, vous serez rayé des cadres définitivement. C'est bien entendu, cette fois, j'espère, commandant. Mon général, si l'état-major de l'espace le veut, je peux aller au-devant de sa décision et lui donner ma démission de la flotte. La production de Ram Patrouille Orion, ça a été toute une histoire. Ça a même été tout un poème. Ça a été super long à produire, à tourner, à post-produire. La série a été créée par Rolf Honnod et Hans Gottschalk. C'est les deux scénaristes créateurs de la série. Tout ça date de 1965 tout de même, et le tournage initial a eu lieu entre mai et juillet 1965. Sauf qu'ensuite, il a fallu quasiment 1 an pour faire la post-production, les effets spéciaux, sur lesquels on peut revenir, et tous les détails là-dessus. Le budget de la série était quand même extrêmement important pour l'époque, puisqu'il s'agit d'un budget de 360 000 Deutschmark, ce qui équivaut à 1 180 800 francs français de l'époque. Et quand on traduit un petit peu en euros de nos jours, ça fait à peu près 180 000 euros pour l'intégralité de la série. C'est rien en comparaison des $1 million ou des 10 millions de dollars d'un Game of Thrones actuel ou des choses comme ça. Cependant, pour l'époque, c'était quand même un budget assez important. C'était une série prestigieuse de soirée en Allemagne, même si le budget était notoirement insuffisant pour une série de science-fiction de ce style-là. Le poste de contrôle de l'Orion, c'est un décor qui fait 2,50 m de haut, et qui a été construit donc en dur en studio, 10 mètres de diamètre dans un studio de 28 mètres de diamètre avec 3200 lampes clignotantes, reliées par des dizaines de câbles, etc. Télé 7 jours à l'époque faisait des paragraphes entiers sur les prouesses techniques, sur le nombre de câbles qu'il y avait, de lumières clignotantes qu'il y avait, etc. Donc c'est relativement impressionnant. Par contre, ce que la plupart des articles de l'époque ne signifient pas, c'est que, pour faire des économies, beaucoup d'objets usuels étaient utilisés dans les décors de la salle de contrôle, et on y trouve par exemple un fer à repasser, on y trouve des lampes design,
On y trouve un taille-crayon, un peu design aussi. Tout ça a été donc pris, réutilisé, modifié légèrement, et ça servait de touche, de levier, de bouton, des choses comme ça. Parce que bon, le budget ne permettait pas de tout construire complètement. La scène qui est reprise le plus souvent, qui est un peu symbolique de la série, c'est la scène du Starlight Casino. C'est la salle de repos dans la base sous-marine des différents membres de tous les équipages des vaisseaux spatiaux. Rien que cette scène-là, ça veut dire qu'il y avait des écrans bleus partout et que dans le zoo du coin, on a filmé en gros plan des poissons dans un aquarium pour les incruster dans les hublots, dans les différentes baies vitrées qui sont dans le Starlight Casino, de telle manière que pendant qu'ils sirotent des verres, les personnages, tout en discutant, on voit en fond des poissons gigantesques, énormes, parce que la base est censée être sous la mer. Bon, mine de rien, c'est du blue screen, c'est de l'écran bleu, mais on est quand même avant que le numérique se développe. Donc c'est vrai que l'exploit quand même, c'est pas rien, quoi. Le vaisseau Orion qui sort de l'eau, c'est ni plus ni moins qu'une photo du vaisseau Orion collée sur une plaque de plexiglas et avec plongée dans l'eau, avec dissimulé derrière la photo de l'Alka-Césaire, parce que comme ça, plongé dans l'eau, ça faisait des bulles. Quelque part, une dizaine d'années plus tard, Derek Meddings, pour des séries britanniques comme UFO ou après des films, etc., a fait exactement la même chose. Les méchants de la série, les Frogs, c'était des acteurs, bien sûr, avec une tenue bizarre, mais ils étaient filmés avec un objectif cinémascope, donc anamorphosé, qu'on ne désanamorphosait pas. Ce qui veut dire que donc leur visuel était un peu différent des autres. Là aussi, c'est un truc. Et puis, sur une glace de vent, on mettait des paillettes, et ça provoquait cet effet bizarre, ce qui fait qu'on ne voyait jamais exactement ce qu'étaient les Frogs. Il y a une vague apparence humaine, mais ils s'étaient complètement déformés. Bref, pendant un an, toute l'équipe de production a dû faire ça. Ils ont dû faire des supernovas, qui étaient en fait des boules de feu suspendues par des câbles, avec un aspirateur derrière qui envoyait un jet d'eau, qui envoyait etc., pour donner l'impression. La destruction des planètes, quand on voit les planètes ravagées par des crevasses qui se forment, etc. Alors, tout ça, c'est... Vous allez, prenez note pour la recette. Vous faites ça à partir de café moulu, de riz, de raisin et de la farine. Et vous projetez tout ça en l'air avec un jet d'air comprimé et vous filmez en haute vitesse. Dans une époque dans laquelle il n'y a pas le numérique, dans laquelle il n'y a pas tout ça, les effets spéciaux avec un budget réduit, on n'est quand même pas là dans des Distraflex ou des trucs comme ça, la Star Wars, se devait d'être facile, se devait d'être praticable, se devait d'être efficace, se devait de créer, et ça par contre c'est un point crucial de la série, de créer un style. Même si ce n'est pas réaliste, même s'il ne s'agissait pas de montrer des effets spéciaux qui étaient absolument semblables à ce qui pourrait se passer dans l'espace, c'est pas grave. On est dans un univers fantasmé, on est dans un univers imaginaire, on est dans la science-fiction dans laquelle la fiction prend plus de place que la science. En ça, ils ont parfaitement réussi, parce que les images sont quand même extrêmement marquantes et plutôt bien faites. Mais c'est vraiment un peu cette interaction et c'est vraiment ces scènes qui ont nécessité pratiquement un an de post-production qui font vraiment le sel de la série et qui lui donnent son charme, son style, quoi, parce que c'est assez inimitable. La musique de Peter Thomas pour la série, elle reflète son époque, années 60, tout comme pour d'autres séries aussi. Si vous écoutez les génériques de Star Trek et les musiques de Star Trek, c'est un peu ça aussi, dans 66. Mais elle est absolument géniale, parce qu'elle est complètement entêtante. Le thème, vous l'écoutez 2 fois, vous l'avez en tête toute la journée. C'est pire que la chanson de La Croisière s'amuse. C'est une efficacité redoutable.
il y a des recherches musicales un peu bizarres avec des sons, des trucs un petit peu avant-gardistes. Il y a un mélange de tout. Ici croiseur Orion. Terminé, je coupe. Paré à l'atterrissage. Elle est très connue en Allemagne, il y a eu des vidéoclips, il y a eu des choses comme ça, et la musique est quand même assez étonnante. Au-delà du thème qui entête tout le monde, il y a vraiment, quelquefois, que ce soit dans la base sous-marine, que ce soit pour le Starlight Casino, que ce soit tout ça, une recherche musicale qui peut paraître kitsch, désuète à notre époque, mais qui, à partir du moment où on se remet dans le contexte de l'époque, voire même des séries britanniques, quelque part, on n'est pas loin de ce que fera Jerry Anderson dans les années 70, donc 5-6 ans après, avec UFO ou des choses comme ça, dans lesquelles, les musiques et les génériques sont quand même très pop, hip de l'époque, quoi, avec guitare électrique et compagnie. Donc on n'est pas loin de ça. Et honnêtement, c'est super efficace. Et ça, à partir du moment où on se remet dans le contexte de l'époque, c'est plutôt gonflé. Et c'est bien la preuve que pour la série, rien n'avait été mis au hasard. C'était pas du tout un truc de seconde zone. C'était pas du tout, on prend pas 2-3 musiques d'ascenseur qu'on a trouvées dans une banque de données musicale et qu'on colle là pour faire bien. Absolument pas. La composition était originale. Le compositeur a essayé de faire des choses un peu différentes et un peu originales. Moi, je trouve que c'était plutôt réussi. Surveillance spatiale au commandant. Des engins inconnus repérés. Ils se dirigent tout droit sur nous. Faites un appel radio. J'ai déjà essayé, pas de réponse. Ils nous barrent toute approche vers le secteur 156. Mais qu'attendez-vous enfin pour attaquer? Nous ne pouvons rien du tout contre eux. Toutes nos armes de bord sont sans effet, il faudrait l'overkill. Commandant aux machines, attention. Les propulseurs de bataille en route en ultra-vitesse. Retour à la base. Général, vous êtes... En train de devenir folle, je sais. Et je répète, retour à la base. En Allemagne, la série a été très bien reçue. Tout d'abord, il faut préciser qu'en Allemagne, c'était quand même une série de soirée. C'était sur ARD, c'était à 21h, c'était en début de soirée, c'était un programme de prime time, comme on dit maintenant. C'était pas du tout un programme de week-end, c'était pas un programme d'après-midi. Vu l'investissement financier, il n'y avait pas intérêt que ça le soit. Donc c'était assez prestigieux. C'était prestigieux au point qu'il y avait un épisode toutes les 2 semaines. C'était vraiment donc un événement. Ça marchait plutôt bien et les critiques étaient assez enthousiastes. L'Allemagne est le pays dans lequel il y a Perry Rhodan et ainsi de suite, donc quelque part les gens n'étaient pas surpris. Mais par contre, les critiques et les spectateurs étaient étonnés par la qualité. Évidemment, c'est du noir et blanc. Et alors, de toute façon, la télévision était en noir et blanc à l'époque. Donc, c'était pas réellement un problème. Mais avec le ton, le sérieux, le jeu des acteurs et la qualité des visuels, et ça englobe à la fois les décors et les effets spéciaux, les Allemands qui n'avaient jamais vu ça ont été bluffés. La plupart des critiques que j'ai pu relire de l'époque étaient, en Allemagne, extrêmement enthousiastes. Les raisons de l'arrêt de la série sont restées très vagues. Alors tout d'abord, l'un des 2 auteurs précise que de toute façon, ça a toujours été cet épisode. C'était une série bouclée, c'était cet épisode, et voilà. On se laisse une porte de sortie, puisque à la fin du 7e épisode, les Frogs ne sont toujours pas vaincus. Mais bon, Star Trek, les Klingons non plus. Hein. Les Frogs ne sont toujours pas vaincus, donc il y aura peut-être une suite. Par la suite, certains des scénaristes ont dit que de toute façon, ils ne trouvaient pas de nouveaux scénarios suffisamment intéressants pour une nouvelle saison, pour une saison 2. Et que, bon, donc, c'était pas trop la peine. Quelque chose qui me semble, moi, un tout petit peu plus crédible, c'est l'avènement de la couleur.
On est dans une période charnière dans laquelle la plupart des télévisions vont basculer du noir et blanc à la couleur, que ce soit en termes de diffusion et donc que ce soit en termes de programme à diffuser pour valoriser le fait que si vous achetez un téléviseur couleur, vous allez voir de la couleur, parce que si c'est pour voir du noir et blanc, c'est pas la peine. À partir de là, si secondes saisons il y avait, elle aurait obligatoirement été tournée en couleur. Donc, elle aurait obligatoirement coûté déjà plus cher que la première saison. Donc, là, ça commençait quand même à devenir un peu dispendieux. Alors, la chose importante, c'est que ce n'est pas une série que la France a achetée, c'est une série que la France a coproduit. Le budget de la série pour l'Allemagne était tellement conséquent qu'il y avait absolument besoin d'avoir un coproducteur, à savoir quelqu'un une autre chaîne d'Europe, qui allait investir de l'argent avant même de voir la moindre image, pour simplifier les choses. Et pas simplement de se dire « Ah tiens, j'ai vu les épisodes, c'est bien, ça me va à ma chaîne, je vais acheter ». Non, là c'est carrément d'investir. La France a donc participé à la coproduction de la série à hauteur de 20% du budget, les 80% restants étant en Allemagne. Ça implique quoi? Ça implique que la France était presque tenue de diffuser la série. C'est de l'argent de l'ORTF. C'est de l'argent public. Donc, on le diffuse. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est qu'en France, même s'il y avait du fantastique, de l'imaginaire à travers des téléfilms, le genre science-fiction et précisément space opéra, lui, par contre, était extrêmement mal aimé en France. Mais extrêmement mal aimé. Il y a eu quelques rares tentatives, même dans le genre fantastique, à la télévision française dans les années 66, de la part de séries américaines. Il y a eu une douzaine d'épisodes de Twilight Zone, la 4e dimension, qui ont été diffusés en 65-66 par là, avant qu'on récupère tout ça pour temps X et qu'on en fasse le succès qu'on connaît. Mais c'était des années plus tard, dans les années 90. Dans les années 65, il y a eu quelques épisodes, une douzaine d'épisodes, qui étaient diffusés en catimini très tard le soir. Mais quand je dis très tard, c'était du 22h, 22h30, quoi. Et c'était le samedi soir. Et cette diffusion d'une série classique, culte, reconnue comme un chef-d'œuvre par tout le monde, se payait quand même dans les magazines télé des courriers de spectateurs enflammés et en grande colère qui disaient que c'était une insulte au bon sens. Donc, quelque part, le RTF investit un peu d'argent parce que c'est une coproduction allemande, mais quelque part, la science-fiction, c'est pas son domaine. Donc, il s'associe à René Barjavel, auteur de science-fiction assez connu, pour essayer de créer une version française de la série, pour mettre en place un dictionnaire des termes utilisés pour la série, pour essayer d'acclimater le spectateur à la série. Et en France, la série va être diffusée à partir de mars 1967 et pas en prime time. La série était diffusée à 22h, à la place des Incorruptibles. Donc, vous imaginez le choc du spectateur moyen qui est habitué à Elliot Ness et qui d'un seul coup va voir le capitaine McLean dans le vaisseau Orion. C'était à peu près le même choc en France quand, une dizaine d'années plus tard, on a remplacé Starsky Hutch par Star Trek le dimanche à midi. Tous les articles français de l'époque sont unanimement méprisants. Tous. Donc voilà, la diffusion française a été quand même chaotique. Là, par contre, elle était hebdomadaire. On a épuisé les 7 épisodes d'un coup. Et il n'y avait absolument rien d'autre dans le genre à l'époque. Et ça, par contre, c'est important. On parlait de Star Trek tout à l'heure et de la concordance des époques entre Star Trek. La France, quand même, est un des très rares pays en Europe et dans le monde à ne pas avoir vu Star Trek à l'époque de sa création. On a vu Star Trek avec 15 ans de retard. Et alors qu'on avait la guerre des étoiles et Alien, on a vu Star Trek débarquer avec ses mecs en pyjama et ses décrochancements. Donc ça a quand même été un peu le choc. Ram Patrol Orion était la seule série de space opéra qu'on ait jamais vue en France. La seule. C'est simple, les Lost in Space, il n'y en avait pas. En France, on ne les avait pas. C'était banni. C'est pas pour nous, on ne comprend rien, comme Twilight Zone, c'est une insulte au bon sens, etc., etc. Donc, il n'y en avait pas. Il y avait quelques téléfilms produits, des expériences produites en France, mais français, mais les productions américaines de science-fiction, non. Les séries américaines à l'époque étaient principalement soit des séries policières comme Les Incorruptibles, soit des westerns, parce que c'était la carte postale américaine, c'était les Au nom de la loi, les choses comme ça, etc. On vendait vraiment le western comme la carte postale américaine. La science-fiction, hors de question. Donc, quelque part, Ram Patrol Orion est arrivé en terrain neuf et a surpris tous les spectateurs.
on a dérouté l'immense majorité, on a passionné une petite poignée, généralement les scénaristes et auteurs qui écrivaient dans les magazines comme Fiction, des choses comme ça. N'a pas réussi à capter les enfants, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas devant leur écran à cette heure-ci. C'est passé sous le radar de tout le monde. Et étant donné que c'était d'abord du noir et blanc, donc difficilement rediffusable, les seules séries noir et blanc qui pouvaient franchir le temps étaient des séries qui étaient déjà fixées dans le temps. Pour reprendre l'exemple des Incorruptibles, étant donné que c'est la Prohibition, Chicago, etc., on peut comprendre que c'est du polar noir américain, mais par contre, à partir du moment où c'est du science-fiction, il faut que ce soit de la couleur. Bref, donc déjà l'avènement de la couleur a fait que la série, comme des dizaines d'autres, américaines, etc., anglaises et tout, ont été éliminées et plus revues. Par contre, celle-ci, oui. Le truc, c'est qu'elle n'a pas été revue en France du tout. Et il a fallu attendre les années 2000 pour que, sur une chaîne comme 13e rue, à l'occasion d'une soirée consacrée à Star Trek ou quelque chose comme ça, il y a un épisode diffusé à 1h du matin. 2009 sur Cinéfix, sur une des chaînes après du groupe Cinéma Classique. On exhume un peu ça dans le cadre de soirées spéciales, dans le cadre de programmation spéciale sur les classiques de la SF au petit écran et ainsi de suite. Donc il suffit de redécouvrir ça pour qu'on se rende compte que c'est quand même un petit morceau d'histoire. Par contre, oui, à la télévision française, Rome Patrol Orion fait partie de ces séries diffusées une fois et qui sont devenues un peu maudites. Il y en a eu d'autres comme ça. Prisonnier, Extravagante Lucie, La quatrième dimension dont on parlait tout à l'heure. Il a fallu attendre que quelque part j'ai l'idée de rediffuser ça dans temps X pour que ça revienne et tout, mais sinon personne ne se souvenait de l'avoir vu, ça n'avait jamais été rediffusé. Rome Patrol Orion est culte en Allemagne. Quand je dis culte, ça ne veut pas dire que c'est une série kitsch qu'on regarde avec un petit peu de compassion. Elle est culte dans le sens noble du terme. À savoir d'abord, elle a eu un succès public. Au fil des rediffusions, elle est quand même arrivée à 53% de part de marché, quand même. Donc, c'est pas rien. Et déjà, au départ, lors de sa première diffusion, ça a plutôt bien marché. Elle a marqué le public, parce qu'elle était bien diffusée, parce qu'elle était à un grand horaire, parce qu'elle était bien promotionnée. Donc, quelque part, les gens de l'époque ont été marqués par cette série. Elle a été multiples fois rediffusée. Il y a eu ensuite énormément de romans. Il y a eu près de 145 romans qui non seulement adaptaient les épisodes au départ, mais ensuite ont continué l'histoire du capitaine Maclean, de son équipage, du vaisseau Orion, etc. Vaisseau Orion d'ailleurs, qu'il réussit, comme l'Enterprise avec Kirk, qui réussit à faire exploser assez régulièrement pour en avoir un nouveau qui soit un petit peu plus à la même fin. Mais donc il y a eu énormément de choses qui ont été faits et qui continuent d'être faits. Il y a eu un long métrage sorti en Allemagne sur Rome Patrol Orion. Alors on se dit, waouh, ils reprennent la série, ils reprennent des nouveaux acteurs, enfin un reboot, un remake, comme on le connaît dans le monde entier, mais pas du tout. C'était un remontage des épisodes. C'est-à-dire que les gens sont allés au cinéma voir en noir et blanc un remontage des épisodes. Par contre, les fans de la série n'ont pas trop apprécié parce qu'il y avait une volonté dans le film de parodier un peu la série. Entre autres avec la fameuse scène du Starlight Casino. Mais c'est quand même un peu curieux comme chorégraphie, c'est-à-dire que vraiment, il fallait la chercher, c'était avant-gardiste, voilà. Mais ça, dans le film, ils ont réutilisé cette scène-là énormément de fois. Ils ont fait presque un leitmotiv pour rendre le film parodique, kitsch et trash. Ça, c'était une immense connerie qu'ils ont fait pour le film, mais quelque part, un film existe. Il y a eu un long métrage qui sort en salle. C'est bien la preuve de l'importance de la série en Allemagne, qui est encore de nos jours reconnue comme culte et très appréciée, et avec aucune condescendance et aucun mépris. Ce qui est quand même relativement rare, quoi. Pour les Allemands, c'est une belle production. C'est leur space opéra télé à eux.